Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce pour cette actualité crypto numéro 34. Donc comme d'habitude, aujourd'hui nous allons parler du VeChain, mais également de XRP, Ultra et VV Digital Collectibles et de l'entreprise Ecomi. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire également sur ces projets. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, on parlera des actualités crypto plus générales, mais également cette fois un petit peu d'actualités géopolitiques financières, et notamment avec, vous verrez, les banques régionales aux États-Unis qui continuent un peu de battre de l'aile, comme on va dire. Et sinon, écoutez, si vous êtes chaud, moi je vous invite à aller plus loin et à voir mon trailer d'abord. Donc c'est parti, premièrement avec la fondation VeChain et notamment donc, un tweet de Eisenreich qui a été relayé par la fondation VeChain et donc validé en tant qu'information, puisque là vous avez effectivement donc l'information portée par Eisenreich, c'est que NanoGclean, anciennement une technologie de VeChain, eh bien, a été citée notamment par l'éditorial de WWD Fashion News en Chine. Et donc, qui se passe là, c'est qu'on voit que dans de plus en plus d'entreprises chinoises et surtout dans le milieu du luxe et dans le milieu du fashion, comme ils disent, eh bien, qui se portent, qui adoptent, on va dire, la blockchain et surtout la technologie liée au VeChain derrière, parce que là-bas, le VeChain a une grosse place en Chine, on le sait, puisque Sunny Lu, le actuel CEO de la fondation VeChain, est un ancien de LVMH ou Louis Vuitton en Chine, enfin, une des deux entreprises et donc une figure de proue dans le milieu de la mode en Chine notamment. Et donc si Sunny Lu a créé la fondation VeChain, c'était justement pour contrer en fait la contrefaçon qui est très répandue, notamment, on le sait tous, hein, dans les articles, dans les produits du luxe chinois. Et après, qui s'exporte notamment dans le monde entier. Enfin, en tout cas, j'avais fait une vidéo pour présenter le VeChain. C'est vrai que j'ai présenté les chiffres de la contrefaçon, notamment liés aux articles produits en Chine, et c'est vraiment exorbitant, c'est une catastrophe, en tout cas au niveau à l'échelle mondiale. Bon, donc déjà on voit bien que là, le VeChain continue à travers cette technologie, puisque là c'est vraiment une technologie, une blockchain du VeChain, et bien continue de s'étendre même en Chine à travers diverses pans des entreprises chinoises. Bon, je continue les amis avec une autre information, cette fois de la fondation VeChain directement. Et donc là, c'est vrai que j'ai déjà parlé du Figital, mais là, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de vous en reparler parce que ça a été présenté par la Fondation VeChain de façon assez claire et précise. Et notamment, il parle des réalités du Figital sous 4 clés pour le futur. Et donc, je vais vous en parler. Et donc, ils disent qu'en fait, c'est le Web 3.0 donc qui est en train d'ouvrir un nouveau monde de nouvelles possibilités. Et donc avec le Figital, avec la technologie du Figital, les interactions seront en fait boostées tout comme le business. Et donc en fait, ça va améliorer tout simplement notre quotidien si on l'utilise bien en tant que technologie. Et donc pour ça, il se base pour expliquer le Figital sur 4 axes, on va dire sur 4 points clés. Et je rappelle tout simplement que le Figital, d'abord on va aller plus loin, que le Figital c'est le mix, hein, la connexion entre l'aspect réel d'un objet et son aspect virtuel. Donc l'aspect réel, donc ça peut être un objet n'importe lequel, hein, une maison, une raquette de tennis, notamment par l'allusion avec le dernier trophée lors de la Coupe internationale d'Italie au niveau du tennis, gagné par Novak Djokovic. Et donc, eh bien, par exemple, la raquette de tennis a été mise sous forme donc, réelle, mais également connectée via un code barre à un NFT qui était l'image virtuelle de cette raquette de tennis. Et donc, la personne qui a remporté le trophée de raquette de tennis, eh bien, elle a également eu l'aspect, donc l'objet réel, plus sa copie virtuelle en NFT qui a également de la valeur et qui associe toutes les informations liées à la raquette. Donc, il y a un stockage également des données numériques et donc des données physiques, entre guillemets, en même temps, pour faire le pont entre les deux. Très intéressant, du coup, cet aspect-là, puisque c'est exactement cet aspect-là qui donne de la force à l'aspect digital d'aujourd'hui au niveau révolutionnaire. Bon, pour expliquer, pour aller sur les 4 points donc, mis en avant par la fondation VeChain, notamment, il y a le premier point, c'est la connectivité. Et donc, il faut savoir que là, ils disent la fondation VeChain en dessous, imaginez un monde où chaque jour, tous les objets
sont tous en fait intégrés, si vous voulez, avec des capteurs et même des services, des fonctionnalités de IoT, et bien permettrait de révolutionner en fait la voie d'interaction que nous aurions avec notre environnement. Et notamment, on peut imaginer par exemple une maison connectée. Et effectivement, une maison connectée, eh bien, permet de faciliter le confort au quotidien des propriétaires de la maison, tout simplement. Donc, première chose, et parlons de la connectivité liée à l'aspect du digital et donc de la blockchain. Ensuite, mais ça, c'est, j'ai envie de vous dire, rien de nouveau sur le soleil, puisque ça existait déjà, même avant l'arrivée du digital et des technologies. Mais là, ça va être amélioré et surtout sécurisé. On va parler de la sécurité après. Ensuite, il parle également des données numériques, justement, en temps réel. Et donc, ils disent que les données numériques permettraient en fait d'optimiser tout ce qui est les opérations, justement, et d'améliorer l'expérience utilisateur et de conduire l'innovation. Donc, le deuxième point, c'est ici, vous pouvez le voir, c'est l'innovation. Ensuite, le troisième point très important, c'est la sécurité. Et là, pour donner un exemple, justement, il y a eu je crois que la semaine dernière, vous avez parlé de dernière actualité crypto, vous avez parlé des passeports numériques. Et donc effectivement, l'avantage par exemple d'un passeport sous forme digitale, donc avec un aspect physique, un aspect virtuel, c'est que déjà aujourd'hui, le plus gros problème que nous avons avec nos cartes d'identité, permis de conduire, etc., c'est que lorsque nous le perdons ou lorsqu'on se fait voler notre portefeuille, eh bien vous avez des gens, des petits malins, hein, entre guillemets, qui se permettent en fait de voler ils peuvent voler l'identité d'une personne. Et quand vous avez ce genre de choses qui se produisent, c'est l'enfer pour les personnes qui sont fait voler leur identité. Parce que derrière, les personnes qui fraudent à l'identité se permettent par exemple de prendre des crédits sur le nom des personnes victimes. Et donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont fait voler leur identité et qui vont en enfer toujours parce qu'ils reçoivent des contraventions sur des radars qui ne sont jamais allés, par exemple en termes de géolocalisation. Ils reçoivent également des notes de banque qui leur disent vous avez pris tel crédit, vous devez nous rembourser désormais. Enfin, donc du coup, des personnes sont totalement endettées, tout simplement parce qu'elles ont perdu en fait quelque part leur permis ou carte d'identité, elles sont fait voler leur identité. Et donc le digital permettrait justement à travers les NFT, la blockchain, justement de sécuriser tout cet aspect-là. Donc là, c'est l'exemple, hein, le passeport c'est un exemple, mais permettrait d'empêcher même en cas de perte physique d'un passeport ou d'une carte d'identité de se faire voler derrière l'identité par autrui, quoi. Et donc là, on voit vraiment un aspect quand même assez fort, c'est que la blockchain, le digital, amène la sécurité. Mais dans la sécurité, il y a également le contrôle, et vous l'avez bien compris. Et donc là, c'est l'inconvénient, c'est que si cet outil-là, je l'ai déjà dit peut-être des centaines de fois, tombe dans de mauvaises mains, et bien là, c'est le cadeau, c'est le pain béni pour les autorités pour contrôler la population. Donc si nous sommes dans une démocratie, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais si nous sommes dans une dictature, ou que nous avons des régimes qui aiment bien la dictature, on est mal. Donc, à voir en tout cas, mais on voit bien qu'il y a des avantages et inconvénients, à nous de trancher, nous les citoyens, de faire en sorte qu'il n'y ait que les avantages et pas les inconvénients. Bref, mais en tout cas, le VTN, lui, il s'en fout parce que c'est un outil et donc il n'y a pas de moralité dans un outil, bien évidemment. Et enfin, dernier point, c'est également l'aspect de la sustainability, c'est-à-dire la traçabilité, mais également tout ce qui est l'aspect écologique, énergétique, l'empreinte carbone, etc. Et là, on le voit bien que l'aspect digital permet d'améliorer également cet aspect-là de la transition énergétique en optimisant les process. Par exemple, on l'a vu notamment dans l'article précédent au niveau du recyclage des composants des matières premières pour le luxe notamment. Voilà les amis. Bon, ensuite je continue cette fois avec un petit virage à 180 degrés où cette fois je reste que dans les NFT. C'est vrai que vous avez parlé déjà dans les anciennes actualités crypto du projet ExoWorlds. Et donc ExoWorlds, si vous vous rappelez, c'était un projet, donc une entreprise qui se focalisait exclusivement à la base sur l'écosystème du VeChain, notamment la blockchain VeChain Tor. Et donc, qui avait créé une collection de NFT de planètes, donc en 2D, 2D, 3D, qui sont des NFT, qui sont tradables, qui sont échangeables, et qu'on peut acheter, vendre sur le marché comme n'importe quel NFT. Et donc là, l'objectif de ExoWorld, en finalité, c'est de créer un métaverse, vous voyez, qui est construit sur le Unreal Engine 5 avec une tokenomics, une forme de jeu vidéo, également le gaming,
mais également un marketplace où vous pouvez acheter, vendre les planètes. Et donc, c'est vrai que j'en avais déjà parlé, parce que c'était un des projets qui était vraiment en train de prendre une grosse hype sur l'écosystème du VeChain, et avec notamment une explosion des prix des NFT qui sont passés de 500 VeChain en 2 ans à aujourd'hui quasiment 10 000 VeChain. Je crois que là, le plancher des prix, c'est 8 000 VeChain pour vous dire l'explosion de ce projet. Mais après, ce que je disais, c'est faire très attention. C'est vrai que j'ai longtemps hésité avant de vous en parler de ce projet-là, parce que c'est vrai que les NFT, c'est plutôt éphémère en ce moment. Et donc, c'est quand même très dangereux d'en acheter pour la volatilité du marché des NFT. Sauf que là, vous voyez, il y a une nouvelle information sur ce projet-là, ExoWorld, c'est qu'ils ont acquis, enfin, ils ont fait l'acquisition, ils ont acheté la plateforme Vetsy. Or, Vetsy, je vous montre ce que c'est ça. Donc, Vetsy, c'est une plateforme où vous pouvez acheter, vendre des collections de NFT. Donc, notamment, par exemple, vous avez les Mad V Ape, Mad V Ape Fusion, enfin, vous avez les V-King, etc. Donc, vous avez plein de NFT, plein de collections de NFT que vous pouvez acheter ou vendre. Et vous voyez, vous avez les volumes de transactions en VeChain, notamment parce que c'est une plateforme qui ne prend en compte que le VeChain et donc les NFT pris en charge par l'écosystème VeChain. Et donc là, on voit qu'avec l'achat, donc quand même une nouvelle, c'est pas rien, hein, parce qu'avec l'achat de Vetsy par l'entreprise ExoWorlds, mais ça veut dire que le projet ExoWorld va également prendre de l'ampleur sur l'utilisation des NFT, mais pas que pour les NFT du projet ExoWorld, avec les planètes, etc., mais également pour les autres NFT du type MadVape, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que c'est la première fois que j'entends un projet de ce calibre-là de NFT acheter carrément une marketplace de NFT. Ce serait comme si d'acheter par exemple OpenSea, mais après OpenSea c'est vraiment un poids lourd par rapport à Vetsy, bien évidemment, il n'y a rien à voir, mais c'est un peu l'analogie en fait. Donc ça veut dire que ce genre de projet, là en tout cas sur le VeChain, eh bien pour l'instant, vous voyez, c'est la preuve que c'est plutôt les marqueurs sont plutôt dans le vert parce qu'ils se développent et voilà. Donc après, bien sûr, il faut attendre de voir ce qu'ils vont donner sur le long terme. Il faut toujours être prudent avec les NFT, mais pour l'instant, les voyants sont dans le vert, les amis. Bon, bah écoutez, je crois que ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui. Pas plus d'informations. En attendant, je vous invite à voir ma vidéo sur le VeChain si vous voulez en savoir plus sur ce projet, si vous ne savez pas trop ce que c'est. Et sinon, je vous rappelle également très important que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement, parce que également, je n'ai aucune ramification. Avec les projets que je présente, je suis totalement indépendant. Voilà, une fois que c'est dit, eh bien moi je vous invite à aller plus loin sur le prochain projet et notamment VV Digital Collectibles. Donc là, on va parler d'abord des drops qui ont eu lieu cette semaine avec notamment un comics de Spider-Man, qui a eu lieu. Donc vous voyez, c'est un comics à la base de 1976. Donc je vous laisse même pas imaginer la difficulté déjà pour mettre la main sur ce genre de comics de 1976 et également le prix derrière, rien à voir avec les prix présents sur l'application VV, bien évidemment. Donc c'est vrai que l'avantage, hein, on le voit bien au fur et à mesure du temps, c'est que ça nous permet de pouvoir nous replonger, de lire ce genre de bande dessinée sans avoir à dépenser du temps et de l'argent pour chercher les copies physiques, entre guillemets, faire la collection autrement. Bon, sinon je continue avec les drops, notamment avec le prochain drop qui a lieu donc le 29 juillet, c'est-à-dire dans 2 jours, donc samedi. Et là, c'est un drop de Astro, mais en version animée. Donc là, vous voyez, pour donner l'ordre de grandeur, alors là, ça charge. Donc Astro Boy, là, c'est Astro Boy. Et vous voyez donc la version animée, comment elle est. Donc franchement, faut avouer quand même, c'est extrêmement bien fait. Et donc voilà, donc on voit effectivement que là, il y a une expansion encore des licences entre VV Digital Collectibles et les licences en fait de divertissement présentes dans le monde, quelle qu'elle soit. Ensuite, je continue avec un prochain drop également, donc là qui a lieu demain, donc le 28 juillet, donc demain matin, cette fois de Wreck-It Ralph. Donc là, on voit que le partenariat entre VV, Digital Collectibles et Disney, eh bien, se solidifie au fur et à mesure du temps, parce que là, il y a un autre personnage de Disney qui sort sur l'application. Donc après, je ne sais pas trop si vous connaissez, mais c'est vrai qu'il y a des films, hein. Je rappelle qu'il y a des films qui sont sortis, donc 2, je crois, de Wreck-It Ralph, et vraiment pas mal en plus. Enfin, moi, je les ai regardés, ils sont franchement assez bon, voilà, divertissants, hein, on va dire.
mais pour vous dire à quel point l'application continue sa diversité de ses drops. Et ensuite, donc là, j'en ai fini avec les drops. Là, je vais vous passer à une petite information assez sympa. Donc de Dr Rolex, comme vous pouvez le voir là. Et donc Dr Rolex, alors ça a été relayé par l'entreprise, par l'application VV Digital Collectible. C'est pour ça que je me permets de vous montrer le tweet et de relayer l'information. C'est que là, ça parle du Master Collector Programme. Donc je vous rappelle que dans le Master Collector Programme, vous avez un système de classement de 0 à 100 et qui en fait se base sur votre activité journalière déjà sur l'application, mais également sur le nombre de collectibles que vous avez, le nombre de bandes dessinées, comics que vous avez, etc. Et là, je fais l'information intéressante, c'est que vous avez pour la première fois, donc c'était la première personne, ce monsieur Rolex, à atteindre le niveau 100 du Master Collector Programme. Et vous voyez, il a obtenu 5 millions de points. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour obtenir le niveau 100, il faut arriver à 5 millions de points. Voilà. Parce que on ne savait pas combien de points il fallait, puisque c'est la première personne à avoir atteint ce niveau-là, le niveau maximal du Master Collector Programme. Et regardez le nombre de collectibles que cette personne a, elle a 4565, 6000 comme points. Bon, je vous laisse même pas imaginer l'investissement de base dedans. Donc là, on a affaire à un vrai fan, clairement. Donc bravo à cette personne, hein. Et en même temps, ça nous permet de voir, nous, le niveau, les statistiques pour le Master Collector Programme, en sachant que pour l'instant, il n'y a pas encore réellement d'avantages à avoir avec le Master Collector Programme. Les avantages vont arriver normalement d'ici la fin de l'année. Bon, après, on va voir. Au niveau des jalons, c'est vrai que je préfère même plus en parler avec Ecomi parce qu'on ne sait pas trop. Bon, c'est pas grave, je continue les amis, donc cette fois avec une autre information. Alors oui, effectivement, un autre drop, j'ai oublié de vous dire, un autre drop sous forme de comics, cette fois des jeunes Avengers qui est sorti en 2004, comme vous pouvez le voir ici. Et donc c'est sorti il y a 2 jours, le 25 juillet. Bon, donc je continue. Alors, cette fois, voilà. Donc assez important, vous savez que là, ce week-end, le week-end dernier, il y a eu le Comic-Con à San Diego aux États-Unis. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer hop, une petite vidéo de justement de à quoi ressemblait ce Comic-Con. Et regardez, vous avez Marvel et là VV quand même. Ça, c'est pas rien quand même. Vous avez une licence de malade, Marvel, qui est juste à côté du logo VV, quasiment au même titre en fait. Donc là, on voit que c'est pas quelque chose déjà. Et on voit que VV est quand même en train de prendre de l'ampleur parce qu'ils ont tout un stand uniquement dédié à eux avec Marvel et VV à côté. Donc je trouve que c'est assez révélateur là-dessus. Et surtout, ce qui est encore plus révélateur, je vais vous montrer la suite. Alors si ça veut bien fonctionner. Voilà. C'est ici un tweet carrément de Marvel Entertainment. Donc Marvel, je vous rappelle, ils ont 18 millions de followers et là c'est directement l'entreprise Marvel. Eh bien, ils ont fait un tweet et ils ont été relayés également cette information-là par BB Digital Collectible, comme vous pouvez le voir, avec 227 000 followers. Donc déjà, c'est pas la même, on n'est pas dans la même cour là, hein, clairement. Sauf que ce qui se passe là, c'est que dans ce tweet, et donc cette vidéo que vous pouvez voir ici, vous avez en fait une personne de Marvel qui est en train d'expliquer comment, si vous voulez, aux fans Marvel, qui explique aux fans Marvel comment s'inscrire sur l'application VV pour justement pouvoir acheter des collectibles Marvel et les ajouter à leur collection. Donc, vous avez eu également une invitation de plusieurs personnes de l'entreprise VV. Vous avez eu Dan Crozer, le cofondateur et CEO de VV. Vous avez eu le leader marketing juste à côté de VV. Et donc, toutes ces personnes-là ont expliqué aux fans comment, enfin fans de Marvel, hein, même pas de VV, de Marvel, comment s'inscrire sur l'application pour acheter des collectibles ou des comics de Marvel. Donc je vous laisse même pas imaginer la puissance, parce que là on a Marvel qui a relayé l'information sur son tweet, avec un potentiel phénoménal de 18 millions de followers quand même. Donc c'est pas rien. Et derrière, bien sûr, sans compter les personnes qui ne sont pas présentes sur Twitter, mais qui entendront forcément un jour ou l'autre parler de l'application VV en lien avec Marvel Entertainment. Forcément. Donc là, on voit que, et je vous rappelle bien sûr que Marvel n'est qu'une seule licence présente sur l'application VV. C'est pour donner un ordre de grandeur de la puissance phénoménale que représente VV
Et ça, pour que des entreprises comme Marvel prennent le temps d'expliquer à leurs fans leur partenariat avec une entreprise comme VV qui compte entre 20 000 et 50 000 utilisateurs pour l'instant, ce qui est ridicule, hein, clairement on peut le dire, comparé à l'échelle du nombre de fans de Marvel, ou même du nombre d'entrées au cinéma, par exemple, rien que ça, sur les films Marvel, eh bien on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe, et que la relation entre Marvel et VV s'intensifie, se solidifie au fur et à mesure du temps. Bon, voilà les amis, donc je trouve que c'est quand même très intéressant. En plus, il vous montre un petit peu au passage quelques petits extraits de l'application. Et c'est vrai que ça donne envie quand on voit ce genre d'images arriver. Bon, voilà les amis pour les informations sur VV Digital Collectible. Donc j'ai fini. Je vous invite à voir pour plus d'informations sur le projet, si vous n'avez pas trop ce que c'est exactement, Ecomi, l'entreprise, l'application VV, etc., ben, je vous invite à voir la vidéo, bien évidemment, ici. Et sinon, eh bien, écoutez, je continue avec le prochain projet, c'est-à-dire Ultra. Donc là, vous allez voir, j'ai quelques informations à vous passer. Première information notamment avec un partenariat, vous savez, qui est officialisé entre la plateforme Ultra et un nouveau jeu, un nouveau studio qui s'appelle Oxia Origin, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même 90 000 followers, hein, pas rien. Et donc Oxia Origin, ça y est, c'est un jeu qui arrive sur le Ultra Games. Et vous voyez là, vous avez des extraits du jeu qui est basé sur l'Unreal Engine 5.2 avec une implémentation d'intelligence artificielle. Donc on voit que là, la plateforme Ultra est en train vraiment de... Parce que c'est vrai que les premiers jeux, je vous l'avais dit, c'est des jeux un petit peu 2D, pas très connus en plus, dans quelques-uns. Et donc là, on voit que plus le temps passe et plus on a des jeux de plus gros calibre qui sont en train d'arriver sur la plateforme Ultra. Donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, deuxième information sur la plateforme Ultra, toujours, donc cette fois ça concerne les NFT et le Unique Marketplace. Vous savez qu'il y a une fonctionnalité sur la plateforme Ultra qui est dédiée aux collections de NFT. Et donc là, vous avez une nouvelle collection qui va sortir, enfin qui est en train de sortir aujourd'hui notamment, s'appelle Agoradex Cyclope, comme vous pouvez voir ici, avec 10 000 followers, ils ont 10 000 followers. Et donc le principe, c'est que vous pouvez acheter, minter votre NFT lié à Agora Cyclops, ça coûte quand même 250 $. Et en parallèle, vous pouvez également, si vous avez de la chance, gagner un NFT qui s'appelle Hydra d'une valeur de 1300 $. Bon. Donc en gros, si vous dépensez 250 $, avec un peu de chance, vous récupérez un NFT en plus de celui que vous avez acheté qui coûte 1300 $. Bon, pourquoi pas, mais déjà, rien que pour vous dire l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a véritablement une plateforme, ça y est, officiellement, qui arrive à rassembler donc des jeux vidéo et dont certains de ces jeux vidéo en lien avec le Web 3.0 créent des collections de NFT, comme vous pouvez le voir ici, comme Agora Cyclops, et permettent en fait aux utilisateurs de ces jeux d'acheter ces NFT-là pour ensuite les utiliser dans les jeux concernés. Donc là, vraiment, on rentre dans un cadre. Imaginez, c'est comme si Steam, demain, créait des collections de NFT ou permettait aux développeurs de jeux sur leur plateforme de développer des collections de NFT pour que ces NFT-là soient utilisables dans les jeux sur Steam. C'est le même principe, hein, au final, sauf que Steam ne le fait pas, enfin, et par contre, Ultra, eux, sont en train de le développer. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là parce qu'on voit qu'il y a un autre niveau, et puis même... Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que là, j'ai encore une autre information sur la plateforme Ultra, avec notamment le Ultra Arena. Vous savez qu'il est en version bêta jusque tout le mois de juillet. Et bien là, c'est fini. En août, notamment le 8 août exactement, vous aurez la sortie officielle du Ultra Arena. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité, si vous êtes sur la plateforme Ultra, de jouer dans les tournois e-sport avec vos amis. Là, ils le disent clairement, vous pourrez vous mettre en équipe avec vos amis, faire des compétitions sur vos jeux favoris et gagner surtout, c'est ça qui est intéressant, des prix géniaux, amazing. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai que là, on est en train de lier de plus en plus avec la plateforme Ultra l'aspect e-sport amateur, que je rappelle que tout l'aspect compétition e-sport, ce n'est pas vraiment accessible à l'échelle amateur sur les autres plateformes.
faut pas rêver. C'est-à-dire que si vous voulez faire des compétitions, des tournois avec vos amis, à l'échelle, je dirais, sérieuse, avec des compétitions, enfin, avec des prix, avec de l'argent à la clé, eh bien, c'est que les professionnels qui ont quelque part accès à ce genre de choses. À part peut-être dans certains jeux comme Counter-Strike et encore, je suis pas sûr. Donc là, on est en train d'avoir une démocratisation également de cet aspect-là du tournoi e-sport, mais même à l'échelle amateur, ça permettra également à des gens qui veulent pas dépenser tout leur temps dans les jeux vidéo, clairement, de pouvoir peut-être gagner un petit peu d'argent avec un peu de chance dans les tournois en s'amusant de temps en temps avec leurs amis et de rentabiliser en plus le temps passé sur ces jeux. Donc c'est quand même une certaine révolution dans ce domaine-là, surtout si on couple ça avec les NFT derrière et la tokenisation des jeux sur le marché secondaire. Voilà, donc c'est quand même pas rien là ce projet, et encore une fois on est en train de voir que eh bien, Ultra, la plateforme Ultra, sont vraiment très sérieux dans leurs jalons, parce qu'on voit que vraiment, chaque semaine, quasiment, enfin, depuis un mois, hein, on apprend qu'il y a des avancées quand même critiques dans leur feuille de route, jusqu'à même la sortie officielle du Ultra Arena. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ce projet. Bon, c'est tout pour ce projet aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la plateforme Ultra, je vous invite à voir la vidéo que je mets ici à disposition, si vous voulez bien sûr en apprendre plus. Et sinon, eh bien, je continue avec un autre projet, c'est bien sûr Ripple et notamment le XRP. Voilà, donc vous savez, une première information qui a été transmise par Ripple, par l'entreprise, c'est notamment la tokenisation des assets du monde réel. Donc c'est quand même assez marrant, en tout cas c'est vrai que je fais une actualité crypto aujourd'hui un petit peu plus spécifique, poussée sur l'aspect digital, NFT, etc. Et cetera. Et là, vous avez la première information qui a été transmise cette semaine par Ripple, c'est justement la force de la tokenisation, c'est-à-dire des NFT dans le monde réel. Et ils disent également, notamment, ils font allusion au carbone, au crédit carbone, pardon, et à la puissance de leur utilisation dans le milieu de la technologie blockchain. Et donc là, ben, je ne peux pas pu m'empêcher de penser que là, que Ripple, quelque part, ils sont en train de faire de la pub. Alors effectivement, à l'heure, parce qu'eux, ils sont en train également d'essayer de développer ce système de tokenisation, hein, notamment avec Hong Kong, il me semble, ça a été dit il n'y a pas longtemps au niveau de l'immobilier, mais ils sont en train également de faire de la pub aux projets comme VeChain, qui sont pile poil, notamment si vous vous en souvenez, si vous avez vu mon actualité crypto de la semaine dernière, où je parle notamment de la place des crédits carbone, notamment en Chine, dans l'industrie automobile de BYD, et vous avez des conducteurs des véhicules électriques BYD qui sont récompensés, notamment en crédit carbone, qui sont une crypto-monnaie. Et derrière, ils peuvent dépenser, donc les Chinois qui utilisent ces voitures électriques, leur crédit carbone dans des enseignes qui acceptent déjà ces crédits carbone-là, donc ces crypto-monnaies. Donc on voit que là, effectivement, Ripple ont mis le doigt sur un marché qui est en pleine évolution, clairement, dans un milieu où ils avaient le réchauffement climatique de plus en plus mis en avant, de plus en plus visible, ou en tout cas mis en avant par les chaînes d'information, ça c'est une certitude, hein, on le voit bien rien que cet été avec les feux de forêt qui font débat donc, chaque soir hein, devant les médias mainstream. Et donc on voit bien qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la tokenisation des assets. Je continue les amis, et notre information bien évidemment, donc aussi très sérieux, c'est la République de Palo, ça y est, a décidé de se baser sur la technologie donc, de Ripple et de faire confiance à l'entreprise Ripple pour piloter la construction d'un stablecoin qui est basé sur le dollar. Alors je ne sais pas si c'est peut-être le meilleur moment de faire un renforcement, un stablecoin basé sur le dollar, quand on voit ce qui se passe à l'échelle géopolitique, notamment avec le BRICS, enfin, avec les BRICS en train de mettre leur monnaie commune basée sur l'or pour échapper justement au dollar. Donc quand on voit la dédollarisation un petit peu actuelle du monde, je ne sais pas trop si c'est le moment pour faire un stablecoin qui est renforcé, enfin basé sur le dollar, mais bon, peu importe. En tout cas, on voit que Ripple, encore une fois, eh bien, de plus en plus d'entreprises, de gouvernements, surtout ça qui est intéressant, font confiance à Ripple et au XRP derrière pour lancer leur CBDC ou leur stablecoin ou leur service de monnaie numérique, etc. Donc on voit que Ripple eh bien, continue de développer ses activités avec réussite.
clairement. Bon, sinon je continue, j'ai une dernière petite information avec Ripple notamment. Donc j'ai un article, je crois, du journalducoin.com. Ouais, c'est ça, journalducoin.com, comme vous pouvez le voir ici. Et là, je fais allusion notamment au combat, vous savez, qui a été combat de gladiateurs clairement entre l'ASEC et Ripple. Et là, voyez-vous, vous avez l'ASEC, donc l'article, hein, l'ASEC pourrait perdre gros en faisant appel face au XRP selon Ripple. Donc, on avait déjà parlé la semaine dernière sur l'issue du combat qui était glorieux, hein, c'est une victoire pour la SEC, mais déjà dans un premier round. Et je vous avais dit, il sera très probable que la SEC fasse appel dans un deuxième round, parce que justement leur image aujourd'hui, elle est vraiment écorchée, mais à vif pour la SEC, et ils n'auront pas d'autre choix. Enfin, l'humiliation est tellement grande en ce moment, surtout dans un moment où ils sont en train d'attaquer un petit peu toute l'industrie crypto sur tous les niveaux. Donc ils ont besoin de redorer leur blason ou de gagner du temps. Et donc c'est vrai que ce ne serait pas étonnant qu'ils fassent appel, et c'est apparemment ce qui est en train de se passer. Enfin, ça n'a pas encore été officialisé, hein, la chose, mais en tout cas la SEC envisagerait sérieusement de faire appel, et donc Ripple apparemment aurait eu vent de cela, et un cadre de Ripple eh bien, essaye de défendre déjà en avance son entreprise en disant que s'ils font ça, la SEC va perdre sûrement encore et donc s'enfoncer encore plus dans les sables mouvants parce que leur image, s'ils perdent une deuxième fois, eh bien ce sera exactement ça, c'est qu'ils risquent d'être totalement décrédibilisés par rapport à leur guerre contre les cryptos. Mais après, je pense à une histoire de timing. Donc peut-être qu'ils vont essayer de gagner du temps, peut-être quelques années, hein, parce qu'après ça sera encore relancé en an, 2 ans de procès si ils font appel. Et donc derrière, ils vont en parallèle remettre les compteurs à zéro en disant bah, finalement, il n'y a pas eu de round 1, il n'y a pas eu de victoire de la part de Ripple si on fait appel, parce que le verdict est encore en suspension. Mais nous en profitons du coup pour continuer à essayer de réguler toute l'industrie crypto aux États-Unis. Donc c'est peut-être ça qui va se passer. Mais par contre, la finalité, c'est qu'ils vont se prendre une grosse cartouche dans 2 ans et qu'ils auront totalement perdu leur crédibilité vis-à-vis de leur combat contre les crypto-monnaies. Bon, voilà les amis, donc sur ce sera tout pour Ripple. Je vous invite également à voir ma vidéo sur le XRP sur Ripple pour présenter le projet et notamment la force du projet sur les paiements transfrontaliers et sur la révolution que ça représente par rapport au réseau SWIFT bancaire actuel. Et sinon, bah écoutez, on passe à la suite et notamment aux actualités crypto plus générales, les amis. Alors attendez, là, je vais retrouver les articles. Ça bug un peu. Voilà, donc là, j'ai un article de cryptost.fr. Ça bug un peu. Là, j'ai un article de cryptost.fr, donc avec Meta. Donc sa branche au métaverse perd plusieurs milliards de dollars sur le second trimestre. Et regardez, donc carrément, entre avril et juin 2023, Meta a perdu 3,7 milliards de dollars sur sa branche métaverse. Franchement, c'est une énormité. Et donc là, ce que ça révèle quand même, ça révèle que Meta a compris l'enjeu du métaverse, mais je pense s'il est mal pris, parce que quand on voit les chiffres, c'est une catastrophe hein, au niveau d'une entreprise, moins 3,7 milliards, c'est une énormité. Et donc quand je fais le comparatif avec notamment Ecomi par exemple, malgré, on va dire, l'aspect laborieux du respect des jalons pour l'entreprise Ecomi derrière, eh bien quand même au niveau de la stratégie globale de l'entreprise, on voit que Ecomi, ils gagnent de l'argent, clairement. Donc ils sont dans le métaverse, ils développent leurs produits tant bien que mal, hein, on voit bien. Je l'ai montré la semaine dernière dans l'actualité crypto précédente. Mais le fond de l'entreprise, c'est qu'ils arrivent à gagner de l'argent et même beaucoup au point d'intéresser des grosses licences comme Marvel et de pousser ces entreprises-là, ces licences-là, à renforcer leur coopération avec VV parce que derrière, il y a un marché à la clé qui est extrêmement juteux pour ce genre d'entreprise-là. Alors que Meta, c'est une entreprise poids lourd, GAFAM déjà, reconnus dans le monde, et pourtant, eh bien, au niveau de leur stratégie, on voit bien qu'ils sont en train de perdre de l'argent, et pas qu'un peu, hein, même énormément. Donc on voit bien que quand je vous dis que derrière les projets, l'important des projets, c'est les équipes qu'il y a aux manettes, et la stratégie que ces équipes ont, et les compétences du coup, que ces équipes ont là pour avoir la capacité d'avoir les bonnes stratégies, eh bien on le voit en fait. Parce que là, on a une petite entreprise, donc Ecomi, qui a créé l'application VV, ils sont
même pas une centaine peut-être dans leur entreprise, peut-être plus entre-temps, mais en tout cas, il y a quelques mois encore, ils n'étaient pas une centaine. Ils sont en train de développer un marché sur le métaverse extrêmement puissant qui leur apporte des millions tous les mois. Et de l'autre côté, vous avez Meta qui s'y est pris trop vite, je pense, hein, je pense que c'est ça, très mal, on peut le dire en plus. En plus, vous avez la confiance qui est vachement écornée par les utilisateurs à cause des affaires liées à Facebook, etc. Et donc derrière, eh bien, résultat, la différence est déjà palpable entre une entreprise comme Ecomi et Meta. Et pourtant, c'est pas ces entreprises qui ne jouent pas du tout dans la même catégorie. C'est ça qui est assez étonnant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre, les amis, quand même, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le métavers, c'est quand même l'avenir. Que pour que tout le monde se jette à ce point là-dessus et que tout le monde essaye de jouer sa carte là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour vous le confirmer également, j'ai un autre article de coins.fr là aussi. Et là, une grande société japonaise va annoncer un projet métaverse. Et ça, c'est une annonce qui a été faite en grande pompe par le Premier ministre japonais en personne. Donc c'est quand même pas rien. Donc on imagine que ça va être une énorme société qui va forcément, hein, pour que le Premier ministre japonais il fasse allusion, ça va pas être la petite entreprise du coin qui va proposer son projet, non, ça va être une grosse entreprise. Et donc là on voit bien qu'on est dans une société justement où le métaverse, les NFT, en fait la blockchain sont de plus en plus utilisés, de plus en plus recherchés, parce que derrière il y a déjà de l'argent, hein, en jeu. On le voit bien avec notamment le succès de l'application BV pour l'instant. Et également derrière, il y a tout un enjeu de révolution technologique. Puisque ce qui se passe, c'est que le métavers derrière, c'est les NFT. Les NFT, c'est quoi? C'est la révolution. En fait, il y a la propriété virtuelle. Et aujourd'hui, c'est ce qui manquait dans le monde que l'on connaît au niveau du virtuel d'Internet. Ce qui manque, c'est justement la propriété virtuelle. Et donc, avec les NFT, avec la propriété virtuelle, eh bien, on est en train de mixer totalement le virtuel et le physique pour donner le digital. Et donc, ça va être le prochain marché juteux. Et c'est pour ça que, en tant que utilisateur, investisseur, etc., je pense qu'on peut s'attendre à des choses assez flamboyantes pour les bonnes sociétés sur lesquelles les personnes ont bien misé, on va dire, dans le milieu du métaverse, parce qu'il y aura une explosion nucléaire dans quelques années si ça se démocratise. Et je pense que ça va démocratiser au moment où il y aura une démocratisation des lunettes de réalité augmentée. Tant que les lunettes de réalité augmentée ne seront pas accessibles facilement sur le marché, il n'y aura pas de démocratisation du métaverse. Un peu à l'image des premiers smartphones il y a une dizaine d'années. Les tout premiers, ils valaient 500 euros. Ben, très peu de personnes en achetaient au début. Et puis ça a commencé après, ils ont fini par rendre les composants moins chers. Et donc aujourd'hui, vous avez des smartphones qui sont accessibles entre 50 et 100 euros. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent, quasiment tout le monde, un smartphone. Il n'y en a plus un Nokia de 1999, très solide, mais qui n'a pas la même fonctionnalité, c'est clair. Voilà les amis, donc pour vous dire, c'est que le métaverse continue de se développer. Bon, donc j'ai fini pour ces actualités crypto aujourd'hui plus générales, et basées plutôt pour le coup sur les NFT, sur le métaverse. Et maintenant, je vais finir donc la vidéo sur une dernière information, c'est tout ce qui est, eh bien justement, la crise financière bancaire surtout qui fait rage encore aux États-Unis. Et bon, on n'entend plus parler, on n'en parle plus du tout, mais pourtant c'est vraiment quelque chose en arrière-plan et qui est extrêmement, je pense, révélateur, mais aussi dangereux pour l'économie mondiale. Parce que là, vous voyez, j'ai un article donc, de cointribune.com, et là, vous voyez, crise interminable des banques, PacWest essuie la plus grosse honte de son histoire. Donc, effectivement, c'est exactement ça, en fait, hein, tout à fait raison, donc Mikaya A, tout à fait raison de nous décrire comme ça, parce que faut savoir que là, PacWest Bancorp, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus il y a quelques mois, et effectivement, en analysant les courbes, vous avez des actions boursières, enfin, des actions bancaires pour le coup des banques, eh bien vous avez dit la prochaine banque qui risque de faire faillite, ce serait peut-être PacWest Bancorp et également avec une autre banque. Et donc là, quelques mois plus tard, eh ben, ça n'a pas raté. PacWest Bancorp a perdu hier 25% encore de ses actions boursières bancaires sur la journée et a été racheté dans la foulée directement par une banque plus petite. Donc là, je ne vous laisse même pas imaginer le délire, c'est pour la première fois quasiment dans l'histoire bancaire, même de l'entreprise, vous avez une entreprise
de taille moyenne, donc une banque régionale américaine qui a été rachetée, qui a fusionné avec une banque plus petite. Donc c'était la Bank of California. Donc pour vous dire l'état en fait financier de santé du régime, enfin du réseau bancaire aux États-Unis, c'est-à-dire que ça sent pas bon du tout, parce que derrière PacWest Bancorp donc a fait face à des retraits massifs sur ses activités bancaires, et donc est en dette de, on ne sait pas combien exactement, mais les montants doivent être colossales. Et ces dettes-là, eh bien, elles n'ont pas été résorbées. C'est-à-dire que là, c'est sous le tapis encore. Donc ça a été, on va dire, pris en charge ou atténué grâce au rachat, enfin, à la fusion de PacWest, entre PacWest Bancorp et la Banque de Californie. Mais c'est pas fini. Là, ils ne font que repousser en fait l'échéance. Et ça veut dire que tout est sous perfusion, simplement, grâce aux centaines de milliards de dollars mis sur la table par la Fed et le gouvernement américain. Donc, les amis, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, il faut rester alerte, je pense, sur les actualités financières et bancaires, parce que je pense qu'il y a un tsunami réellement hein, qui peut nous tomber dessus, justement en venant des États-Unis à cause de ces événements-là. Bon, bien sûr, on verra hein, tout ça. Entre-temps, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé donc, ma vidéo aujourd'hui sur l'actualité crypto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir ce que vous en pensez hein, sur tout ça, bien évidemment. On est là pour en débattre aussi. Et puis, moi, sinon, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un like hein, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés sur ma chaîne pour supporter donc, mon travail et ma chaîne. Et puis sinon, écoutez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous fais la bise, ciao.